Bien, donc on va tenter d'innover. C'est la nature humaine. On voit bien le micro. Oui. Ça fait rasoir. Donc on a 1h30. Alors on a imaginé quelque chose avec Benoît. Faire quelque chose en trois temps qui vont se compléter, qui peuvent paraître un peu différents. Donc au début, on va, pendant une petite demi-heure, on va se questionner les uns les autres, essayer de mieux circonscrire qu'est-ce que c'est ce machin qui s'appelle l'énergie. Dans les jours précédents, certains ont soulevé le problème du front de gauche et d'autres qui ont beaucoup de problèmes, qui ont beaucoup d'énergie, mais qui ne font pas beaucoup de travail. Ils dépensent. Et surtout, ils n'ont pas la moindre compréhension de ce que c'est vraiment l'énergie. Et donc, puisque nous voulons former chaque militant doit être un scientifique et savoir exactement qu'est-ce que c'est l'énergie, quel est son rôle dans l'histoire et sur quelle base on peut choisir plutôt telle énergie plutôt qu'une autre, puisque c'est ça le gros du débat. Donc ça sera la première demi-heure. Ensuite, on va construire une petite machine énergétique qu'on va construire devant vous. Ça aurait été mieux de le construire ensemble, mais vu les limites de temps, on a les pièces détachées et on va la monter ensemble. Et ensuite, dans la dernière demi-heure, je vais faire un petit exposé assez court sur de changer votre vision de l'énergie. Pour la plupart des gens, l'énergie, c'est appuyer sur le bouton quand vous rentrez chez vous. Et voilà, j'appuie et il y a la lumière qui sort des néons. C'est une vision de consommateur. Nous vivons dans une société de consommation, dans une culture de consommation, si on le veut ou si on ne le veut pas. Et donc, il faut qu'on change notre vision de l'énergie. Ce n'est pas que des ampoules qui s'allument. C'est des processus hautement plus compliqués de transformation de notre environnement. Voilà donc les trois temps. Donc, tu peux tourner le tableau. Il y a un processus. Alors, pour lancer magnifique. le débat, Oh non, le problème il est là. ouais. L'autre dans le même. Tu peux mettre une feuille devant. Méthodes primitives sont souvent plus efficaces que la haute technologie. Non, ça chauffe là. Ah, déjà on a une notion d'énergie là, très intéressante. Ça va chauffer. Très intéressant. Donc quand on se lance, n'hésitons pas à dire ce qui nous passe par la tête, parce qu'on va construire avec ce qui sort. Petit à petit, on va tout mettre sur la table, on va déballer tout ce qu'on a et après on va faire le tri là-dedans. Donc n'hésitez pas à dire des bêtises, c'est autorisé pour la première Et ne vous demi-heure. sentez pas forcé de dire des bêtises. Donc première question, qu'est-ce qui nous donne, qu'est-ce qui nous procure de l'énergie? Madame. Allez, L'électricité. électricité. Voilà, on va tout noter. Attention. Hein. Il n'y a pas que la NSA, si Benoît dit qui écoute. Alors, là-bas au fond là, Le soleil. le soleil. Le soleil. C'est-à-dire, Ah, c'est bien cool. qu'est-ce qu'il donne comme énergie? Chaleur. Pas tous les jours. La gravité. La gravité. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par gravité? Chute des corps, c'est du mouvement. La chute d'un corps. Centrale hydraulique. Chute de Hollande. Qu'est-ce qu'on a encore? Et ça donne pas d'énergie. La nourriture. Chute d'une masse linéaire. La nourriture. Le nombre que tu parles. Oh là là, il y a deux... Oh là là. Et quand ça tombe, ça fait. Madeleine, il y a combien de R à nourriture? Bon, merci. La réforme scolaire. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as dans la nourriture qui te donne? Pourquoi tu penses que ça te donne de l'énergie? Quand t'en as pas, tu te sens sans énergie. Ah ouais. Au bout d'un moment. Donc, par défaut, quoi. Par des Non, il ne faut pas faire dans les sentiments. Il y a du calorie, Par défaut, quoi. Oui. il y a du feu avec la chaleur. Le Et, feu.
faites souvent des feux chez vous? Il y a des factures que vous payez. Lui, il fait des feux chez lui, là. Bah, le gaz. Le gaz. Ah, il fait du gaz. Ah, d'accord. le gaz. C'est-à-dire que t'allumes le J'ai une gaz. chaudière à Le bois. gaz. T'allumes le Le gaz. le gaz, le charbon, C'est les bons fossiles. Une Vous avez explosion. du charbon chez vous? les hydrocarbures. Non, il n'y a pas de ça, le gaz. Une explosion. Des mauvaises langues. Explosion. Alors, une explosion. Le courage. Alors, c'est pas pareil que le feu, l'explosion? Une allumette. Ah, ça dépend. Ça dépend. Non, c'est pas le même processus. Il y a le moteur aussi, C'est pas le même l'explosion, processus. qui donne une énergie aussi. Un moteur. C'est quoi la différence entre un feu et une avec, explosion? L'oxygène. Il y a des mélanges qui se font. Attends, faisons d'abord Le courage, non, t'en veux pas? Le Le courage. Le courage. Rien de tel pour avoir. Je vais le mettre là, le garçon. J'en ai une importante aussi, on parle d'énergie sexuelle, mais Armel, c'est une bêtise. t'es pas au bon endroit là. Son nom s'appelle. On est tous intéressés par des choses intellectuelles ce soir. C'est un sous-produit du courage. Pas le soir. C'est un sous-produit. Oui, c'est en déféré. Alors, qu'est-ce Je ne qu'on sais a pas si encore? c'en est là-dedans. L'énergie chimique. énergie Énergie chimique. chimique, c'est-à-dire? L'énergie qui relie des atomes entre eux, les liaisons, les covalences, des choses comme ça. Les atomes alors. Madeleine, t'as compris? La covalence, tout ça? Non, tu as certaines réactions qui produisent de la chaleur ou qui sont exothermiques, endothermiques. C'est tout produit d'énergie en fait. Je comprends rien. Pour l'instant, on essaie d'avoir la liste des produits qui, si on les transforme, Ah, c'est ça. nous donnent de l'énergie. C'est plus Bah, disons l'idée, c'est qu'est-ce que vous entendez? Parce que si vous me dites liaison chimique, ça veut dire que vous avez déjà une conception déjà de ce que c'est que la chimie. Mais la question, c'est que c'est pas ce que vous voyez quand même. Qu'est-ce qui par exemple, On entame le débat. qu'est-ce qui par exemple, Vous avez dit les atomes. parce que d'une certaine manière, le gaz, L'énergie chimique, d'une façon générale. Voilà. parce que le Je gaz, maintiens c'est chimique. énergie chimique. Le feu, Je par développerai tout à l'heure. combien de On va points? essayer de ne pas parler tous à la fois parce que sinon on va pas. Moi, je vais mettre chimique. Bon. L'oxygène d'eau. L'uranium. Attendez. L'oxygène, l'uranium, L'hydrogène. Alors attendez. les Oh là là. chutes d'eau. L'oxygène. Alors en quoi est-ce que vous pensez que l'oxygène ça donne de l'énergie? On a entendu dire que quand on brûlait de l'oxygène, il y avait de l'énergie. Ah ouais. Ah ouais. C'est la rumeur. C'est la rumeur. La rumeur. Mais pourquoi vous pensez que c'est comme c'est par défaut sinon c'est si on respire pas on est tout chlasse quoi, tout flagada. Tout raide. Non, je pense que Qu'est-ce qu'il y a encore? Le vent. le vent. C'est-à-dire Bah, je sais pas, j'ai vu des trucs tourner là dans les campagnes, il paraît que c'était de ça a l'air l'énergie. Les ventilateurs pour les vaches là. On m'a dit que c'était le vent. C'est pas bon. Il y a l'hydrogène. Les chutes d'eau. l'hydrogène. Les chutes d'eau. Et ça on a déjà eu C'était la gravité ouais. la gravité. L'uranium. Alors, L'uranium. vous avez déjà eu de l'uranium dans vos mains? Oui. La pêche blanche. Alors, ça chauffe? Non, pas comme ça. Ça chauffe pas? Comme ça, non. Donc uranium, à voir. Oui, mais c'est comme le bois. Le bois, ça donne de la chaleur, mais si on enflamme, autrement, les morceaux de bois, Ouais, ils sont un peu inertes quoi. voilà. Ouais. Il faut qu'il y ait une réaction, un processus, autrement. Le sport, ça dégage de la chaleur. Le sport. Ah, mais là, c'est comme Armel. Là. Un peu dans le. Ah non, mais si tu veux, le mouvement musculaire, il dégage de la chaleur. Ouais. Non, c'est vrai. Les muscles, oui. Les muscles. D'ailleurs, j'avais proposé moi de faire pour remplacer toutes les éoliennes, de faire pédaler tout le monde. Mais bon, je sais pas ce que ça. Les métros à pédales pour les écolos. Ça fait son chemin dans les hautes sphères. On a entendu là-bas les frottements. Armel, t'as des amis ce soir. L'argent. Est-ce qu'on fait des économies avec Attends, c'est quoi? Quand on est brûlé. La mécanique. C'est la même chose que les frottements. Alors, mais qu'est-ce que tu entends par la mécanique? Bah, tout ce qui est, enfin, Les ressorts. ouais, je sais pas si. Parce qu'en fait, vous dites des mots, mais disons, on comprend pas ce que vous entendez par le mot que vous dites. Bah, le moteur, ça dégage de l'énergie. Du fait qu'il y ait des choses qui voilà, donc de la mécanique en mouvement, des. D'accord, ouais. Donc on va dire
Mécanique en mouvement. C'est bon, là, je pense que la liste est Tu penses? suffisamment longue. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Le magnétisme, je pense. Le magnétisme. Le magnétisme. Vous avez déjà été ressenti une grande chaleur Surtout avec les éoliennes et Ah oui, c'est très proche. les vaches montent. Les vaches montent, carrément. Putain, donc il se passe des choses à la campagne. Bon, je veux bien dire magnétisme. Bah, on voit Hollande descendre, donc on voit autre chose monte. Ouais, il faut bien. Quand Hollande descend, les vaches montent. Bon. Et on passe au... Le méthane. Attends, ils en ont plein, les gars. Là. Ils sont chauds, là. Pas qu'une heure. On n'a qu'une demi-heure. Ok, Ok. très bien. Les éléments fossiles. L'hydrogène. L'hydrogène. Bon, il veut absolument son hydrogène. Je vais mettre l'hydrogène. Et la crème blanche? La craie. La crème blanche? Le kérosène. Ouais, c'est un peu chaud, ouais. La craie. Mais rouge aussi, ça marche. C'est bon, Karel, t'es satisfait ou je les torture encore un peu? Non, ça va. Ça va. Bon. Donc la question, c'est... Ça fait beaucoup de choses, Ah ouais. n'est-ce pas? Ils sont très très différents. Donc la première chose, c'est de... Alors, j'ai imaginé 3 façons de mettre d'éclaircir ce magma d'éléments variés. Le premier critère qu'on peut utiliser, c'est de voir quand l'humanité s'en sert de ces énergies, qu'est-ce qu'elle devient. Donc on peut montrer le premier slide. Ah bah vas-y, hein, c'est main à la pâte. Voilà. Je verrai les slides. Puisqu'il s'avère qu'il y a un lien direct entre l'énergie dont une société, une civilisation peut disposer et le nombre de personnes qu'elle peut nourrir dans des conditions correctes. Donc par exemple, on a déterminé que si on vit de la chasse et de la cueillette et on se chauffe au bois, qu'à ce moment-là, l'humanité n'aurait jamais pu dépasser le nombre de 1 milliard d'individus sur Terre. Une fois dépassé, il n'y aura pas assez de bois ou il y aura trop de gens. Ensuite, pour dépasser le milliard, avec le charbon, on peut déjà faire un certain nombre de choses. Ensuite, pour dépasser les 2 milliards, il faut qu'on passe à l'extraction d'autres hydrocarbures, en particulier le pétrole. Pour dépasser les 4 milliards, on arrive dans le domaine de la fission et de la fusion nucléaire. Pour dépasser les 4, voire les 7 milliards d'individus. Donc ça c'est... Alors, évidemment là je vous l'annonce comme ça, parce que c'est sur le tableau. La vraie question, c'est de savoir pourquoi il y a une telle... Qu'est-ce qui fait que... par exemple, qu'est-ce qui fait qu'avec le charbon, on peut nourrir plus de gens qu'avec le bois? Parce que le charbon produit plus d'énergie que le bois. Le charbon produit plus d'énergie que le bois. Par unité de poids. Par unité de surface. Oui. Par unité de poids. D'accord? Est-ce que tout le monde... Vous avez une idée des rapports de... Le bois charbon, c'est 1 pour 3, non, à peu près. Je dis ça à la louche, mais... 1 pour 10, je dirais plutôt. Oh non. Oh non. Donc, hein? Tu fais quoi pour avancer? La flèche? La flèche là. On lui montre une fois, hein, comme ça c'est bien. Bon, ça c'est des tableaux que vous allez retrouver donc, dans ce magnifique dossier qu'on vient de publier. Ça s'appelle la fusion, prochain stade de l'évolution humaine. Alors, combien faut-il de combustible pour produire la même énergie? Donc c'est des équivalences en unités de poids. C'est-à-dire que pour 6,15 tonnes de charbon produisent autant d'énergie que 23,5 tonnes de bois sec. Si le bois est humide, il faut 50 tonnes. Il faut le double. Enfin, tu l'allumeras jamais peut-être. Et pour cette même quantité de charbon,
6 tonnes de charbon, c'est 30 barils de pétrole. Il y a 4760 litres, donc c'est moins. Avec l'uranium, c'est seulement 1,86 g d'uranium. Et si on utilise donc les isotopes d'hydrogène qui sont dans, par exemple, 1 mètre cube d'eau potable, il y a 33 g d'hydrogène, de deutérium. Voilà, donc 2 mètres cubes d'eau, avec la fusion, on peut faire autant d'énergie que 6 tonnes de charbon. Et quoi, 2 Ce qui est énorme. Ah oui, avec Non, 2 mètres cubes. Avec 2 mètres. Avec ce que tu as dans 2 mètres cubes Oui. d'eau, t'as l'équivalent de ça. Donc, ce qu'on voit, c'est que ce qui compte, c'est donc la densité, d'abord du contenu énergétique du combustible. Parce que c'est le même volume. je l'ai chaud. Troisième. Voilà. C'est un graphique que vous voyez nulle part, parce qu'il est tellement immense qu'on ne peut pas l'imprimer en fait. C'est-à-dire que... Il faudrait un journal en A1. C'est-à-dire qu'ici vous avez donc la biomasse pour 1 kg de biomasse, donc de paille, de bois, vous faites 4000 kWh, d'accord, ou 4 MW. Ouais, on s'en fout quoi. 4000 unités thermiques. 4000. Avec le charbon, on triple. Avec le gaz, on fait un tout petit peu mieux. Donc on est à peu près autour de 10 là. Alors si maintenant on utilise l'atome, dès qu'on passe de 10 000 à 1 milliard, avec 1 kg d'uranium, vous faites 100 000 fois plus qu'avec 1 kg de pétrole ou de charbon. Vous faites 100 000 fois plus. C'est ce qu'on appelle le saut de 100 000. Donc là, vous n'êtes pas... Et donc les gens qui proposent d'arrêter le nucléaire proposent un saut de 100 000 à l'envers. C'est-à-dire La chute. 100 000 fois plus si vous devez produire l'équivalent de l'énergie produite par l'uranium. Vous êtes obligé donc de faire appel, par exemple, de couper tous les forêts de France pour chauffer les... Dépêche-toi. Oui. Donc ça, c'est un premier critère de classement. C'est la densité de la ressource. Maintenant, il y a un autre critère et qui est lié aux deux premiers qu'on a vus. C'est en fait les façons de produire l'énergie. Parce que... Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on a le temps de que quelqu'un fasse un classement ou on avance? De là, de derrière là. Hein? Oui. Ouais, bah ouais, au moins qu'on essaie de savoir où c'est. Allez. C'est pour ça que je disais de dépêcher, parce que, Oui. justement, pour en arriver là. Hop. Alors, donc l'idée c'est de classer maintenant toutes ces choses-là en termes de leur densité. C'est ça? Non. Non? Comment De ça savoir comment est-ce qu'ils sont qu'on les produits. obtient? Comment on les obtient. Comment est-ce qu'on les produit? D'accord. C'est-à-dire, il y a une différence entre capter des masses qui sont en déplacement. Par exemple, vous avez un endroit chaud, un endroit froid. Entre les deux, vous avez du vent. Quand vous faites une éolienne, vous mettez entre les deux et vous captez une énergie mécanique Mhm. que vous captez. Ça, c'est une première forme un premier procédé donc, pour transformer des forces de la nature dans de l'énergie mécanique qu'on peut utiliser. C'est capter... Mais peut-être qu'en fait on peut Oui. voir par rapport à ça. donc, parce que qu'est-ce la qui question- rentre dans cette catégorie? L'idée de capter quelque chose. Le vent L'eau. L'eau et le vent. et le soleil. Donc l'eau, vous captez. Qu'est-ce que vous captez? Vous captez sa chute. Courant de Là. l'eau. Donc ça veut dire que elle tombe, donc en tombant, elle fait tourner quelque chose.
D'accord, mais ça fait tourner un truc qui sert à quoi après derrière? À faire de l'électricité. Ah, Une turbine. d'accord. Donc, qu'est-ce que vous entendez par une turbine? Est-ce que vous savez faire une turbine? Ouais. Comme les saucisses à pain. Tout le monde sait ce que c'est qu'une turbine, quoi. À Aube. Tout le monde sait ce que c'est qu'une turbine. Oui. C'est vrai? Non. Vous dites ça pour ça. C'est fou. Qui ne sait pas qu'est-ce que c'est une turbine? Qui croit savoir? Je crois que c'est un appareil mécanique qui tourne. Ah d'accord, c'est un appareil mécanique qui tourne. Alors qu'est-ce qui produirait l'électricité? Il triche, Oui, c'est pas la main à la pâte, c'est la main... C'est une réaction chimique. Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est que en fait, l'eau qui tombe sur un truc mécanique en mouvement, qui ensuite entraîne quelque chose qui est magnétique, c'est-à-dire ça crée un champ magnétique, en fait, tournant, qui lui derrière va créer de l'électricité. Donc déjà, on a beaucoup d'intermédiaires déjà entre l'énergie de base qui est là et le fait de la retrouver en électricité. Donc qu'est-ce qu'on a encore? Le feu qui fait chauffer l'eau et du coup la vapeur qui va se retrouver dans le même circuit que celui précédent. D'accord. Donc il y a le bois, par exemple, qui fait chauffer l'eau. On a l'uranium aussi. Alors ensuite, on va Donc on a l'uranium qui fait chauffer de l'eau. Et ensuite entraîne la roue à Aube. Donc il y avait vapeur, tiens, vapeur, on a oublié vapeur. Ouais, non, C'est chaud la vapeur. Oui, on utilise en phase vapeur. Mais donc ça veut dire que donc, l'eau se transforme en vapeur qui va faire un travail mécanique et ensuite qui va faire de l'électricité. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore? L'hydrogène. Alors l'hydrogène ça fait quoi? On le met dans une pile à combustible et ça fait de l'électricité. Ça c'est beau ça. C'est plus rapide. Hein. C'est trop facile. Et il n'y a pas de pièce en mouvement. Il n'y a pas de pièce en mouvement? Ouais. Il y a quand même quelque chose qui travaille quand même. Ah, Il y a quand même un travail. C'est les petites C'est au niveau bulles d'air chimique. et- C'est des petites bulles d'air. Non, c'est l'hydrogène qui travaille. L'hydrogène travaille très bien. Donc lui il a besoin, il a besoin de rien lui. Ah, Il c'est se une pile à suffit. combustible. Et c'est quoi une pile à combustible? Il y a 2 électrodes Ouais. et en fait la migration de l'hydrogène va générer... Ah, la migration. C'est migration de l'hydrogène. Il migre alors. Un émigré. Ou un immigré, on ne sait pas en fait. Il émigre de la cathode et il immigre à l'anode. Bah, c'est le contraire de l'électrolyse de l'eau. C'est un migrant. À mon sens, parce que Ouais. on m'a demandé d'accélérer parce qu'il y a la Bah oui, je surprise sais, à la mais fin. c'était pour faire ça. Ensuite, le soleil. Donc il y a de la chaleur. Mais il y a quoi aussi? Donc, enfin, je sais pas, oui, la chaleur. Il y a les cellules photovoltaïques. D'accord, et comment ça fonctionne Là, ça? En principe, je ne sais pas comment le décrire, mais c'est le déplacement, le silicium, donc sous l'effet de la chaleur, il y a un déplacement des atomes. Bon, je ne sais pas l'expliquer. C'est une excitation d'atomes. D'électrons. C'est-à-dire? On fait déplacer des électrons et puis après on chope ce déplacement, on l'oriente. C'est le principe du courant. Hein. D'accord. Le principe du courant, c'est ça. Donc le soleil. C'est un champ magnétique pour bouger les électrons là autour des petits bestiaux qui s'appellent les atomes. Ouais. Et puis après, au lieu de les laisser vaquer à leurs occupations, on leur dit tu passes par là plutôt que par là. D'accord. C'est un résumé un peu sauvage de l'électricité, mais bon. Ok, donc ça on capte. Ok, qu'est-ce qu'on avait encore? Une explosion. C'est quoi la différence entre une explosion et le feu normal? La durée de la réaction. Ouais. Et par exemple... C'est le travail fourni. Parce que si dans un moteur, disons, de voiture, on n'avait pas d'explosion, mais on avait juste du feu, ça ne serait pas terrible. Ça ne marcherait pas? Non. Donc ça veut dire il faut décharger l'énergie aussi dans un certain temps. Ouais. Sinon, en fait, il n'y a pas de... Enfin, disons, si on a la même énergie que dans le moteur, mais qui est diffusée, comme ça, il n'y a pas de mouvement, en fait. Donc il y a aussi le fait qu'il y a un temps dans lequel l'énergie est diffusée.
Et à votre avis, l'énergie du Soleil, elle est diffusée plus lentement ou plus rapidement que dans une explosion? C'est dur de... Ou que dans la vapeur? Mais j'en sais rien, moi. Ça c'est très dur de comparer parce qu'on n'est pas avec les mêmes... Moi, je voudrais poser une autre question. Ouais. Est-ce que quand je capte le vent, est-ce que je transforme le vent qui passe? Non, je transforme le mouvement. Je transforme pas. Je récupère le mouvement. Alors que si je brûle du charbon, je ne capte pas le charbon qui passe. Il y a une combustion. Oui, on utilise plus Donc mon niveau d'intervention, il n'est pas le même. D'accord? Pourtant, comme on a dit dans la discussion, c'est que si je brûle du charbon, pour à la fin avoir l'électricité, je vais en fait créer de la chaleur en brûlant du charbon ou en brûlant autre chose pour avoir de la vapeur qui, elle, va entraîner une roue à aube pour faire marcher un dynamo et obtenir en finale l'électricité, parce que c'est très commode l'électricité. Donc même si je passe en fait d'une énergie qui est à l'origine, d'abord on peut avoir l'énergie mécanique en captant les flux, ensuite l'homme va créer, puisqu'il a arraché le feu à Zeus, Prométhée, selon certains il a été le chercher dans le soleil avec son char solaire, il va lui-même créer le feu pour transformer des éléments de la nature, mais c'est pas que la première énergie, il s'en sert plus. La deuxième énergie, c'est la première plus la deuxième. C'est-à-dire que je crée la combustion, et ensuite je vais mettre en marche des processus, créer une énergie mécanique utilisable pour l'homme. D'accord ? Donc là déjà on a deux énormes terrains de différence d'intervention de l'homme. C'est qu'on a juste capté des flux, et vous avez la combustion. Est-ce qu'on peut faire mieux? Bah, à l'heure actuelle, on ne sait pas trop faire. Qu'est-ce qu'on... Parce que si on résume quand même le fait que le bois, on a brûlé du bois, on a fait de la vapeur. Et la vapeur, elle nous a donné dans une turbine de l'électricité. L'uranium, pareil. On a fait de la vapeur. Et même l'hydrogène, pareil. Si vous regardez le modèle de ITER, c'est-à-dire le modèle de ces normes tokamak, une machine à confinement magnétique qu'on est en train de construire à Cadarache, projet mondial pour la fusion, on va chauffer des gaz très forts, plasma. Finalement, l'énergie qui sera libérée, on va l'utiliser pour chauffer de l'eau. On va faire une cafetière, 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros, le cafetière. Pour chauffer de l'eau. C'est un peu bizarre. Comment? C'est un peu bizarre. Disons, ça montre que dans tous les progrès qu'on peut imaginer jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des énormes obstacles à franchir. C'est ça que je voudrais faire ressortir. Mais... Est-ce que tu veux... Comment? Tu veux lancer l'expérience ou... Non, je voudrais d'abord encore... Pour l'instant, on a identifié deux modes de production de l'énergie, qui sont l'énergie mécanique, capter les flux. On a fait une deuxième qui est la combustion. Juste un mot donc sur la combustion, c'est-à-dire une énergie chimique. C'est-à-dire que la combustion, c'est pas quand vous brûlez quelque chose, vous créez un changement chimique. D'accord? Et dans la combustion, on parle du triangle de la combustion. Vous avez le carburant, par exemple du charbon. Vous avez le comburant, qui est par exemple l'oxygène qui est dans l'air. Vous avez un point chaud, une étincelle. Et s'il n'y a pas un de ces trois éléments, votre combustion, elle ne marche pas. Si vous avez une bougie, vous la mettez sous un verre, une fois que l'oxygène est brûlé, la bougie s'éteint. Donc, c'est important à savoir pour la suite. Ma question est alors,
il y a une très mauvaise idée de l'énergie nucléaire, c'est qu'on parle du combustible nucléaire. Mais ça brûle pas. Est-ce qu'on brûle de l'uranium? Non. Non, mais on en retire de l'énergie. Enfin, On ne brûle pas de l'uranium. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a un troisième niveau d'intervention de l'homme donc sur la nature, qui est le domaine subatomique. On pourrait dire que la chimie s'engage déjà les atomes dans les molécules à changer. En changeant le réarrangement des molécules, on réarrange aussi les atomes. Mais quand on intervient au niveau subatomique, Je veux bien faire une expérience. pas sur moi, juste. Non, il faudrait 5 personnes. 3 robustes et 3 légers. Et 2 légers. Si, je vais le faire. Non. Si. l'uranium et de- Il me faut 3 robustes et 2 légers là. Non, parce qu'en fait, ils comprennent rien sur la chimie, les atomes et tout là. 3 robustes, 2 légers. Non. Si. Comme vous serez d'accord. Léger, c'est comment? Léger, c'est pas comme toi. Bon, 2 femmes et 3 hommes. C'est pas dangereux. Au début, non. Non, on peut juste imaginer. Non. Si. Non. Karel, c'est la main à la pâte. Oui, mais ça Allez, va pas casser. Oui, mais justement. Non, mais t'inquiète pas, au début ça va aller bien. Bon, Monsieur Pérez. Toi, t'as pas mal au dos, toi? Il est très mal au dos. Qui a pas mal au dos? Allez, vite. Bon, allez, toi, allez. Allez, très vite. Arnaud, viens voir. Vous avez mal au dos, Monsieur Pérez? Choisis les volontaires. Un autre jeune, alors. Sylvain. Non, parce que si vous avez mal au dos, il vaut mieux pas. Non, j'ai pas mal au dos. Vous êtes sûr? Bon, alors, il faut que vous vous mettiez à 4 pattes, comme ça, là. Mais, c'est bon. Bon, bah, alors, quelqu'un qui veut se mettre à 4 pattes, vite. Sébastien Drochon, allez. Oh, mais qui a pas mal au dos dans ce mouvement? Alors, maintenant, Marina. Ça va. C'est pas dangereux, hein. Et madame. C'est pas dangereux pour les plus costauds. Attends, je vais voir. Ouais. D'accord, bah alors vaut mieux pas. Non, mais vaut mieux pas. Alors, toi tu te mets la 4 pattes comme ça. Tes chaussures. Voilà. C'est une pierre, c'est vrai. Voilà. Toi aussi. Voilà. Alors pourquoi je vous fais ça? Parce qu'il faut comprendre, parce qu'on dit l'énergie chimique. D'accord, mais qu'est-ce que c'est que l'énergie chimique? C'est une réorganisation. En fait, on capte la réorganisation des atomes. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ils étaient sous forme d'un gaz, du bois, ils étaient arrangés d'une certaine façon. Et en fait, on va les réarranger d'une autre façon. Et le truc, c'est que le réarrangement, il est beaucoup plus, il est beaucoup plus efficace. Ce qui fait qu'on peut se débarrasser d'une certaine chaleur. Et c'est cette chaleur qu'on va capter. Je vous explique. Alors, allez-y, mettez-vous. Allez les filles. Moi, je monte pas dessus. Hein. Tu ne montes pas dessus, pourquoi? Bah, j'ai mes chaussures. Mais c'est pas grave. Ils sont tous en costard, mais ils vont les laver, ils iront au pressing. Alors vas-y, là il faut mettre son genou là et puis l'autre ici. Ah, c'est pas Alors, en face, comme ça? Ouais, comme ça, ouais. C'est bien une pyramide. C'est une pyramide, ouais. Vous êtes prêts? Ouais, Ok. Voilà. J'ai les genoux pointus, alors je suis désolée. Hein. Voilà. Madame, je vous en prie. Sans les mains. C'est bon, t'as la place? Ouais. En fait, putain, je vais Voilà. Et Jeanne, elle peut venir se mettre là. Bon, ça va, c'est stable là? C'est bien. Est-ce que vous êtes plutôt stable là? une réaction. Ouais, ça va. Ça c'est plutôt stable ça. Hein? Ouais, ça va. T'as pas des coussins pour les genoux? On va dire qu'au niveau énergétique, ça va, vous êtes plutôt calme quoi, ça va. Bon maintenant, les deux du dessus, vous mettez en dessous. Non, non. Et les trois du dessous, vous mettez au-dessus. Allez. On veut bien voir. Non, mais c'est dangereux là. C'est comme mélanger. Quoi? Pourquoi vous voulez pas le faire? C'est pas possible. Bon, ils ont compris. Ils ont compris que la deuxième que je voulais leur faire faire, elle est quand même beaucoup moins stable. D'accord? Et elle nécessite, si vous voulez la garder, si vous voulez 2 personnes en dessous, 3 personnes au-dessus,
Donc si vous voulez garder cette chose-là, disons, cohérente, va falloir vraiment y aller quoi, en niveau énergétique. Il va falloir vraiment que vous vous soudiez en haut, quoi. Donc le fait est que si vous avez une réaction chimique, c'est que vous passez d'un état où vous avez les molécules, elles sont relativement dans une phase comme ça, où elles sont en train de se, disons, de s'efforcer de rester en place. Et là, vous avez une réaction qui fait qu'elles se réarrangent. Les molécules se réarrangent pour arriver à un état plus stable, dans lequel elles sont plus tranquilles. Donc elles ont de l'énergie à revendre, comme on dit. Et c'est celle-là qu'on capte. C'est cette énergie qu'ils n'ont plus besoin pour se maintenir, que l'on capte sous forme de chaleur. Et l'idée, c'est que là, c'est au niveau, disons, je dirais, de molécules. Donc ça veut dire que c'est ce qu'on a vu là, les personnes, elles représentaient les différents atomes qui se lient entre eux. D'accord ? Maintenant, si vous allez dans le subatomique, c'est-à-dire en dessous des électrons, c'est-à-dire si vous avez le... bon, évidemment, c'est pas évident d'expliquer maintenant. Mais en gros, si vous avez un noyau de l'atome avec des électrons autour, les liaisons chimiques, elles sont par les électrons. C'est-à-dire que si vous avez une meilleure organisation, ce qui va se passer, c'est que l'énergie que vous récupérez, c'est celle qui a été mise en œuvre entre des électrons. Et si on prend, disons, la grande découverte, mais je ne vais pas vous la refaire aujourd'hui, de Einstein, E égale mc carré, c'est que, en fait, vous comprenez que l'énergie que vous captez, c'est en fait, disons, une masse en moins, parce que, c'est très compliqué, hein, mais en gros, la masse, vous voyez, c'est la structure. Vous voyez, quand vous aviez votre structure là, de pyramide, c'était stable. La masse de cette chose-là est moins grande que celle qui serait dans l'autre organisation. Parce qu'il y a plus d'énergie qui est mise en jeu dans l'autre structure que dans la première. Alors c'est pas évident à comprendre, ça vous fait, disons, on voit plus trop ce que c'est vraiment que la masse au bout d'un moment, mais disons, la masse, c'est lié à une structuration de la matière, à une structuration. Et si vous avez une autre structure, vous avez une masse qui peut diminuer, et c'est celle-là que vous captez. C'est tout ce que Einstein a voulu dire. Et l'idée, c'est qu'un électron, ça pèse pas lourd. Donc c'est-à-dire que même si vous, disons, économisez les liens entre des électrons, vous ne gagnez pas tant que ça. Par contre, le noyau, il est très lourd par rapport à l'électron. Donc si vous avez une réorganisation, et ça c'est la question de la fission ou de la fusion, c'est que vous avez dans la fission, vous avez deux produits, par exemple, vous prenez un atome, le noyau de l'atome va se sectionner. Et les deux éléments que vous obtenez, ils sont dans une structuration plus stable que le premier. Donc ils ont une masse, en somme, plus petite. Donc ça veut dire que vous avez perdu de la masse. Et c'est ça que vous récupérez en termes de chaleur. Mais sauf que là, vous parlez en fait de choses qui sont plus, je dirais, qui ont à la base déjà une masse plus grande que les électrons. Donc, ça explique le grand, je dirais, tout à l'heure, le saut de 100 000. Voilà, le saut de 100 000. C'est que le saut de 100 000, alors il faut que ça aille vers le haut là maintenant. Voilà. Le saut de 100 000, en fait, il se justifie par le fait que dans ce cas-là, c'est des électrons de masse très petite, et qu'ici, c'est, on va dire, les constituants du noyau de l'atome, qui sont, eux, qui ont une masse beaucoup plus grande. Donc c'est ça qu'on récupère. Et c'est ça le saut, on va dire. C'est qu'on est allé à une échelle plus petite, mais voilà, où il y a des phénomènes plus massiques, on va dire. Bon. Ça va ? C'est bon, ça... Bon, vous repenserez à l'expérience chez vous. Vous pourrez la faire alors, ce qu'il avec faut vos amis. retenir, c'est que donc, dans la mesure que l'homme intervient de façon plus fine et plus profondément sur les éléments dans la nature, en fait, les sauts qu'on a vus d'augmentation et dans la matière première et dans les technologies pour l'exploiter, se font parce qu'on change littéralement non pas de technologie mais de mode de technologie. Et qu'on passe
une énergie mécanique J'avais une question, c'est quand la fin? par les interventions chimiques par la combustion, à donc l'utilisation du domaine Je te laisse 2 minutes. Comment? Je te laisse 2 minutes. On n'a plus qu'une demi-heure là. Et on va passer à la suite. Hein. Alors, et là. Ça c'est le modèle de Mélenchon. C'est une usine marémotrice de 1515. C'était la plus grande de Belgique, à Ruppelmonde, avec une roue de 12 mètres. Énorme. Donc quand l'ESCO montait, l'eau, on le faisait entrer dans un sas, on fermait les écluses, et quand l'eau se retirait, on faisait sortir l'eau, et avec justement la chute de l'eau faisait tourner. Donc ça, on savait très bien le faire déjà au XVIe siècle, avec certaine efficacité, pendant quelques heures. Ça, on a vu l'énergie chimique, le triangle de la combustion, et là donc le modèle subatomique. Alors, ça nous amène dans quoi? C'est que ce qui frappe, c'est que vous pensez qu'on est passé à l'ère nucléaire, mais en fait on est toujours à la machine à vapeur. Parce qu'on va, soit par la combustion ou par l'atome, donc on va créer de la chaleur, on va la transformer en vapeur, et cette vapeur, on va ensuite la transformer en énergie mécanique pour obtenir à la fin de l'électricité. Donc est-ce que ça marche? On va voir. On va la construire maintenant. On va construire un cycle thermique, ce qu'on appelle un cycle thermique. Transformer la chaleur en énergie mécanique. T'es branché ou pas? Moment fun. Alors, il faut surtout brancher la plaque chauffante. On va faire d'abord avec l'eau. Hein? Oui, mais on peut déjà la mettre à chauffer. Vous voulez participer? Alors, on fait d'abord l'eau. Alors on s'est dit, on a 1 litre d'eau. Je sais pas trop si j'ai 1 litre. Ou un volume d'eau. À peu près. Attends, on prend le prix. On va prendre le même. Hein? On prend le même pour les deux. Alors. C'est pour ça qu'il n'y a plus de cuillère. Attends. Alors, la machine à vapeur, on la connaît depuis tous les temps. Il y a un scientifique grec, Héron Alexandrie, au 1er siècle, il construit ceci. Vous avez là donc une cocotte minute avec des tuyaux creux. Et ici vous avez un globe avec 2 bouts. Vous faites bouillir l'eau, ça crée de la vapeur. Et la boule, en fait, commence à tourner. Ça, on le savait faire au 1er siècle. Donc la puissance de la vapeur, quelque part, on la connaissait. Ça, c'est en 1678. Un père jésuite qui était auprès de l'empereur de Chine. Et l'empereur de Chine, il aimait beaucoup les jouets. On dit, construisez-moi un jouet. Il avait construit une petite voiture, comme ça, avec, on fait bouillir de l'eau, il y a un jet de vapeur, qui fait tourner une roue, qui faisait avancer. Ce dessin a été utilisé par la suite par Denis Papin pour le développement de la machine à vapeur, notamment le fameux Fardier de Cugnot, qui connaissait ces choses. Donc, alors, ça c'est une boule en polystyrène, voilà, c'est facile. Hein. J'achète dans les magasins pour jeunes créateurs. Ça c'est des petites cuillères en plastique que j'ai fixées dedans. Voilà. Je ferme ma boule. Voilà. Une petite épingle de rideau.
toujours servir. Ça va être short quoi. Voilà. Là j'ai pris deux tuyaux. Là, on va le faire dans l'autre sens. Comment? On les met dedans. Si quelqu'un a de la vaseline. Armel. C'est complètement pourri la journée quoi. Là le bouchon là. Quoi? La soupape. La soupape. Non, non, c'est pour plus tard. Je vais commencer à la faire chaud. Ah, pas toujours. C'est pas. On a l'eau? Là, il y a de l'eau là. Hein? Ici là. Non, mais on va faire ça avec une bouteille. Ah ouais? Faire ça Mais de il faut le façon. même volume. Hein? Bah, il y a 2 bouteilles, ça va. Et il apprend aussi lui. Il apprend en direct. Je vais faire un T'as dit stage. 2 bouteilles là? Comment? Non, non, on n'a pas besoin. Donc je peux faire mon moulin à eau, n'est-ce pas? Attention hein. Attends quand même. Faut dramatiser la chose quand même. Non. Bah déjà, Non, laisse. il faut un compteur quand même. Il faut quelqu'un qui compte. N'empêche pas la presse de faire son Il faut travail. quelqu'un qui compte le nombre de tours. Le moment est historique. D'accord? Il faut un compte tour. Il faudrait mettre On mettra un trait. cuillère. Voilà, mettons un trait. Oh le beau trait que tout le monde va voir. Oh. Non, je peux le mettre en rouge avec le trait, ouais. C'est bon, bon, ça se voit. Ça va mieux. C'est plus dense. C'est plus dense. Voilà. Bon. Alors, attention, roulement de tambour là. Dans 16, parce que j'ai deux pertes. Ah ouais, t'en as mis partout là. 16,5. Fallait la mettre dans l'autre sens. Ah, Alors ça c'est la deuxième bouteille là. t'as mis de l'eau là-dedans? Oui, j'ai mis de l'eau là-dedans. Ça va mettre du temps. Hein. Pourquoi tu le mets pas? Attends, quelqu'un peut trouver une serpillière? Mais non mais sinon tu la mets dans l'autre sens. Hein? Non, on va le mettre, on va mettre. Non, mais c'est. Non, on va l'écarter. Pourquoi? Continuez d'exposer pendant que ça chauffe. Ah, je croyais que tu voulais mettre la deuxième bouteille là, non? Non. Non, je veux mettre ça. Il faut mettre le même volume dans le pot. Il a combien là? En fait, ils sont partis avec tout le matos. Ah bah ouais. Voilà. C'est pour ça, je vous dis. Tu me disais, tu pourras te doubler. Ah non, tu pourras pas doubler. Ouais, Karel, il apprend quand même. Je sais pas s'il fait vraiment la cuisine chez lui quand même. Hein. Karel, il met sa bouilloire sur les deux plats, tu vois. En pensant que ça chauffait plus vite. Non mais Karel, laisse-le. Ouais, Christine, faudrait que tu nous expliques. Hein. Si j'enlève de l'eau, oui, enlève de l'eau si tu veux. Oui. Sinon, on va y passer les gens. Il faut quelqu'un qui a du sel. On va passer à la tournée partie. On peut aller manger? Oh, c'est bon, hein. Bientôt, mais. Ça chauffe. Et là, tu peux la vider là. C'est pas ça, tant que ça chauffe. Non, mais il peut faire son exposé pendant que ça chauffe. Ah oui, d'accord. Ouais, Ça va aller vite, hein. Quoi? Tu peux faire un petit exposé pendant que ça chauffe. Bah ouais, voilà. Tu déjà commencé? Vas-y. Je vais faire. C'est bon pour le suspense. Ouais. De toute façon, on a on a encore 20 minutes. Hein. Ah, vous resterez bien quand même pour la fin de l'expérience. Non, ce que je peux, c'est attaquer. Sinon, je mets des légumes, on se fait une bouillotte. Hein. Non, effectivement, ce qu'on peut faire, c'est commencer l'autre, et dès que ça bout,
connaissez. Voilà, c'est ça. On est d'accord? Alors, je vous ai promis que... Alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme temps? 20 minutes. minutes, ok. Enfin, 18 maintenant. Alors, Par le micro. Vas-y, Karel. Hein. Moi, je peux parler. donc, alors, il y a... on peut considérer comme un sous-produit de ces sauts de densité d'énergie qu'on a vus, et qu'en fait est un élément extrêmement important, c'est qu'en même temps qu'on augmente les densités d'énergie, l'humanité se dote de la capacité de produire des nouveaux matériaux, des matériaux qui n'existent pas dans la nature. Alors, Vas-y, Karel. oui, oui, Avec une image mobile à côté, c'est impossible de parler. cuis mes œufs. Alors, cette question des métaux est tellement importante que les archéologues, identifient le changement du métal comme un changement d'un paradigme de toute une civilisation. Alors, on parle vers le 7e, 8e siècle avant Jésus-Christ, on parle du chalcolithique. Chalco, ça veut dire cuivre et la pierre. 8e millénaire. Pour l'instant, je parle que des théories officielles parce que il faut parler des théories prédiluviennes et on pourrait y passer la soirée. Le cuivre, le point de fusion du cuivre est quand même à 1064 degrés. Non, l'or est à 1064 degrés. Le point de fusion du cuivre est à 1084 degrés. Donc ça, c'est une première phase. Donc on a des gens qui utilisent la pierre. Hein. On est toujours au néolithique. On a des gens qui utilisent la pierre, voilà. Et qui tout d'un coup, il y a des parures, hein, des bijoux en or ou en cuivre. Et après, les armes ou des instruments pour l'agriculture, des outils pour faire l'agriculture, évidemment surtout en cuivre. C'est plus dur déjà que l'or. Ce sont des métaux qu'on peut marteler à froid, qu'on peut travailler relativement facilement. Ensuite, donc juste pour les dates, vers moins 3300, donc on identifie l'âge de bronze. C'est-à-dire que pour baisser le niveau de fusion du cuivre, on rajoute de l'étain. Parce que l'étain est en fusion à partir de 232 degrés. Et en faisant donc une combinaison, si vous mettez 10% d'étain et 90% de cuivre, vous avez le bronze qui est supérieur au cuivre, qui a des qualités supérieures. Après, il y a tout un débat à savoir si ça a été en Afrique ou en Mésopotamie ou généralement, on pense que c'est les Hittites en Asie mineure qui ont travaillé pour les premiers le fer, qui est venu avec les Celtes en Europe, particulièrement en France. Et comme vous voyez, pour faire fondre le fer, pour avoir du fer en fusion, c'est-à-dire sous forme liquide, il faut pouvoir monter à des températures de 1500, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 27, je crois que c'est 35 degrés. 1535 degrés. Alors, l'origine du cuivre. Alors, les mines de cuivre sont en Asie mineure. Donc là, vous avez le début. On est à moins 5500 ans avant Jésus-Christ. Ça vient de là. Ensuite, le cuivre avec l'étain. Donc pour le bronze. Alors ce qui est très marrant, c'est que, vous voyez, c'est surtout en Mésopotamie et en Turquie que se fait l'âge de bronze. Mais l'étain, il venait de l'Angleterre, du Cornouailles.
Donc il y a la route de l'Étain, passe par la Loire et par le Rhône. Et on est au IVe siècle, à 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc la mondialisation, excusez-moi, de l'économie physique, elle a eu lieu très tôt. Donc là, les points verts, c'est des mines de cuivre. Donc vous en voyez surtout. Aussi, au IVe siècle avant Jésus-Christ, on a trouvé plus de 300 tombeaux en Bulgarie où il y a des parures en or qui datent donc de 4000 ans avant Jésus-Christ, qui était un centre très important de production de l'or. Ces gens-là échangeaient avec les pays du Nord contre l'ambre, parce que l'ambre était vu comme quelque chose de magique. Ça, c'est un détail. Donc là, vous avez l'âge de fer, qui de nouveau vient de la même région, Asie mineure, Mésopotamie, qui va finalement rayonner donc en Europe à partir de 1000 ans avant Jésus-Christ, où le fer arrive. Alors, il y a eu quelque chose de très drôle, c'est que il faut attendre la Révolution française. Au moment de la Révolution française, avant la Révolution française, la France importait tout son fer, venait de l'Angleterre et de l'Allemagne. Et tout d'un coup, il y a la Révolution. Donc on est en guerre. Et on ne sait pas en fait réellement produire de l'acier en France. Donc il y a Gaspard Monge, Berthollet et Van der Mande qui font donc ça vous pouvez le trouver sur Gallica, avis ouvriers en fer sur la fabrication de l'acier. Ce sont les premiers qui vont essayer de savoir la différence entre le fer, la fonte et l'acier. Alors, ce qui se passe, c'est que si vous faites... On va y revenir. Pour produire de l'acier, il y a deux méthodes. Il y a la méthode artisanale, c'est-à-dire qu'on utilise un bas fourneau, on produit du fer, parce qu'en fait, à partir de 700-800 degrés, le fer, vous pouvez le marteler, vous pouvez le battre, il devient chauffé à rouge, vous pouvez le travailler dans une forge. Donc on fait du fer comme ça, comme j'ai montré là au début, là, le bloc, et on va le marteler pour le purifier. Et pour avoir... Le problème, c'est que... Je reviens avant. C'est que si vous faites du fer, vous prenez uniquement du minerai de fer et vous le faites fondre, vous avez un fer où il y a très peu de carbone. D'accord? Ce fer, vous pouvez le forger, c'est du fer forgé. Mais par exemple, si on construisait la tour Eiffel en fer forgé, la tour Eiffel s'effondrerait sur son propre poids. Ensuite, vous avez de la fonte, c'est-à-dire que si vous portez dans un haut fourneau le fer au niveau à son degré de fusion, et vous mettez soit du charbon de bois ou du coke, qui est du charbon qu'on a purifié de ces scories, le carbone va se mélanger avec le fer. Mais il y en aura beaucoup trop. Et vous allez produire de la fonte. Et la fonte, c'est comme les trucs dans les égouts là. C'est très dur, ça fait beaucoup de mal à inoxyder même, mais c'est cassable. C'est que si on faisait la tour Eiffel en fonte, s'il y a un gros vent, et la tour Eiffel casserait en deux. Donc le secret de la tour Eiffel, c'est pour ça que là vous avez les ouvriers de Florence là, en train de manifester sous la tour Eiffel, parce qu'ils disent c'est notre tour. C'est pas seulement l'acier de Lorraine, mais c'est le savoir-faire de 6000 ans de forgerons et des gens qui ont été capables de créer des nouveaux matériaux, d'abord le bronze et ensuite l'acier. Donc ce qu'on fait pour avoir de l'acier, c'est qu'on fait de hauts fourneaux, on mélange le carbone avec le fer, à la sortie on a de la fonte, et après on va décarboner la fonte, on va réduire le taux de carbone dans la fonte pour en faire de l'acier. C'est-à-dire que pour avoir de l'acier, c'est très précis, c'est entre 0,025% et 2,1% de carbone. Si on a moins, c'est du fer, si on a trop, c'est de la fonte. Et l'usage qu'on peut en faire n'a rien à voir.
Donc c'est quelque chose de très scientifique. Donc soit on le produit, donc bon là je vous ai déjà dit. Alors pour avoir cet acier, comme vous avez compris, c'est qu'il faut changer de mode de production. Il faut passer à des densités d'énergie beaucoup plus élevées. Donc soit dans un bas fourneau, là vous avez l'évolution, comment le bas fourneau sort du sol et devient un haut fourneau. À gauche vous avez le bas fourneau. C'est un machin qu'on construit, comme là. On met des couches de minerais et des charbons de bois. Et on fait tourner pendant 10 heures. Et après on casse tout. On casse le four, on sort le bloc de métal et on va le travailler au marteau. On peut essayer de mélanger et obtenir. Voilà ce qui sort, ce qu'on appelle une loupe de fer. C'est pour ça que l'acier et le fer c'était très cher, parce qu'il fallait des heures et des heures et des heures. Le forgeron doit battre le fer, battre le fer, battre le fer. Alors, première évolution qui commence au 4e siècle avant Jésus-Christ, c'est qu'au lieu d'utiliser du bois, on va utiliser du charbon de bois. Ce que les Chinois vont faire. Pour faire du charbon de bois, on fait des talus comme ça, il y a une cheminée à l'intérieur de ce qu'on appelle une meule. L'idée de transformer du bois en charbon de bois, c'est par pyrolyse. C'est-à-dire qu'on va le chauffer, mais sans le brûler, on va l'empêcher, on va coucher, on va mettre de l'argile au-dessus, pour que tout ça chauffe à 1000, même 2000 degrés, pour que le bois soit pyrolysé, sans qu'il soit brûlé. Alors on consomme un bois de fou. L'avantage de ça, c'est que puisque le bois, le charbon de bois est beaucoup plus dense énergétiquement que le bois, évidemment on peut augmenter les températures. Donc on a des fours plus efficaces par cette première révolution. Deuxième révolution, c'est qu'on va mettre des souffleries qu'on va coupler sur ce qu'on a vu là tout à l'heure, un moulin à eau, la force hydraulique. Ça c'est un dessin qui date de l'an 32. Donc là vous avez un moyen fourneau ici. Vous avez des gens en train de fondre du métal. Et vous avez un moulin à eau à l'horizontale qui actionne les souffleries. Ça c'est dans le 1er siècle après Jésus-Christ, en Chine. Donc, première révolution, charbon de bois. Deuxième révolution, la force hydraulique pour les forges. Troisième révolution, se fait en Angleterre en 1707. Il y a un Anglais qui dit je peux peut-être faire la même chose avec le charbon qui est gras et qui ne laisse pas passer l'air. Donc il fait des meules avec du charbon qui devient, ce que vous voyez là, c'est du coke qui est poreux, qui laisse passer l'air. Ce qui fait que quand on met des souffleries sur le coke et le minerai de fer, le mélange, le mariage entre le carbone et le fer, on se fait d'une façon beaucoup plus efficace. Là, vous avez donc l'introduction du coke en Europe. Vous voyez que la consommation du bois s'effondre, ici, en Allemagne, en France. Hein. Et là, vous avez le coke qui monte, la production de coke, qui va vraiment, vous voyez là, le grand saut, quand on dit la machine à vapeur, la révolution industrielle, là on est au cœur de la révolution industrielle. Je vous signale que la première machine de Denis Papin, son fameux digesteur, c'est un récipient en fonte. Dans la fonte, ça va à 1500 degrés. Donc vous avez déjà des hauts fourneaux qui ont fait la fonte. C'est-à-dire que toute la révolution de la vapeur, sans cette révolution dans la métallurgie, on ne peut pas faire des rails de train en fer forgé, on ne peut pas faire des ponts en fer forgé ou en fonte. Il nous faut de l'acier. Et l'acier, nous ne sommes plus à l'âge de fer, nous sommes à l'âge de l'acier. Et c'est une identité qu'il faut s'approprier. Nous sommes... Est-ce que c'est la fin? Je vais conclure. Ouais. Je vais conclure.
là c'est les hauts fourneaux, ça on a vu. Le haut fourneau du futur sera le haut fourneau nucléaire, c'est-à-dire que grâce à des températures, non pas de 1500 degrés, mais de 150 millions de degrés, ben, évidemment on peut gazifier tous les éléments, et il y a des méthodes qui nous permettent de recomposer non seulement les éléments, mais les molécules. Donc on pourrait créer des molécules d'acier dans des hauts fourneaux nucléaires et d'avoir donc par cette révolution de densité, ce qui fait que toute cette quelque part la fusion, on va avoir plus de vapeur là. La fusion n'est rien d'autre que nous-mêmes, être nous-mêmes en tant qu'humanité, c'est-à-dire de continuer à faire ces sauts de densité énergétique, nous permettant non seulement d'avoir l'énergie, mais tous les matériaux de construction pour se donner un avenir. Faire, c'est qu'on va faire un truc là. En fait, il faudrait la surélever. Oui, attends. Non, mets-toi là. Et moi, je retire la soupape. Non, mets-toi là. Viens là. Ah, mais il faudrait la surélever. Non, mais ce qu'il veut, c'est qu'on la tienne. Allez. Voilà, soulève là. Ah non, on met pas le banc en fait. Hein? On peut la surlever. Bon, alors il faut quand même compter là. Attends, mais il faut monter en bloc. Pas trop non plus. Non mais lève-le et puis après Ok, on y va? Ça part vite, hein. Oh là là là. On compte plus là. C'est une cuillère qui est partie. Ça fait plaisir. Il y a combien d'eau encore là? Ouais, c'est bon. C'est un démonstrateur de principe. Hein. C'est beau, hein? Ah, vous pouvez applaudir. Parce que maintenant il faut se rendre dans l'autre local, il y a une surprise, c'est ça? En tout cas, vous voyez que quand c'est trop loin, ça marche pas. Tu l'atteins là? Après, il faut orienter Les carottes sont cuites? Pour l'oligarchie, ouais. Est-ce qu'on peut poser une question? Ah oui, oui, oui. Encore, Là, vous venez de faire une très belle démonstration Attendez, j'avais une Prenez le question. micro, monsieur. On va vous donner un micro. Non, non, j'avais une question à vous poser antérieurement. Et là, ça me confirme, c'est-à-dire que on ne peut pas, comment dirais-je, dans la capacité de production par unité de poids, je crois qu'il faut intégrer, me semble-t-il, je le découvre avec vous, hein, avec votre exposé, intégrer une autre donnée qui est l'énergie qui a été nécessaire à permettre l'outillage qui permet de produire cette nouvelle énergie. C'est-à-dire que là, effectivement, on oublie un truc, c'est qu'on a fait chauffer l'eau. Donc dans le bilan énergétique global, il faut que ce soit intégré. Je pense qu'évidemment, c'est une question triviale, mais c'est tout con, j'ai pas la réponse. Ah mais c'est vrai. C'est juste qu'on a fait 15 000 C'est que tours. le bilan va être On a fait, bien supérieur. voilà, avec un même volume d'eau, on a... tiens, vas-y, je peux prendre le micro. Je peux répondre? Tu veux répondre? Je ne tenais pas du tout à faire la zizanie. Non, on va faire la zizanie quand même. Depuis le début. Je ne suis pas un méchant de Hollande. Vous n'avez rien produit. Vous êtes déjà là avant. D'accord. C'est l'énergie. Il y a forcément une cause première. Oui. Bon, Disons qu'on a mis le même volume d'eau. d'accord. La première fois, l'eau, elle est tombée, on va dire, avec... disons, elle a exercé sa force directement en tant que eau. D'accord. En tant que eau liquide. Plus son muscle. Voilà, ce qu'il y a, c'est que là, il y a un paradoxe que je voudrais soulever, c'est que l'eau, c'est plus dense que la vapeur d'eau. D'accord? C'est-à-dire que vous avez beaucoup plus de masse dans un volume. Mais le problème, c'est que ce volume, il tombe d'un coup. D'accord? Et donc, il va entraîner, on va dire, l'effort qu'il va exercer sur le moulin. En fait, elle est, on va dire, disons, il y a beaucoup plus d'eau qui va passer, si vous voulez, pour faire un tour, qu'il n'y aura de vapeur. Parce que la vapeur, elle est plus, on va dire, elle est moins dense, d'une certaine manière, mais elle est plus chaude,
et elle est aussi sous pression. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a... Voilà. C'est-à-dire que, enfin, disons, il y a tous ces paradoxes qui rentrent en ligne de compte. C'est que c'est pas juste on va prendre la densité de l'eau, oui, c'est beaucoup plus dense voilà. Et que finalement, on a besoin moins d'eau pour la Voilà, c'est ça. Mais effectivement, il faut la chauffer. Donc ça veut dire que vous avez un travail d'abord pour chauffer l'eau, mais ensuite ce travail qui a été exercé sur votre eau permet de créer de la vapeur qui a une action beaucoup plus efficace que l'eau toute seule. Donc évidemment, il y a, après la question c'est est-ce que vous êtes prêt à chauffer votre eau pour avoir ce genre de choses? Et la question c'est est-ce que vous pourriez faire certaines choses avec la vapeur que vous ne pourriez pas faire avec l'eau tout court? Peut-être que c'est ça aussi la question. Oui, mais c'est pas seulement un bilan, parce que peut-être que si vous avez déjà essayé de couper du beurre avec un rouleau à pâtisserie, ça ne marche pas. Alors qu'avec un couteau, ça marche. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'idée que vous avez que ce qui est dense, c'est pas forcément la matière, c'est l'action que cette matière peut engendrer. C'est la densité de l'action qui est importante. Comme entre le rouleau et le couteau. Et là, la vapeur, elle a une action, elle-même n'est pas très dense, mais en tout cas, elle a une action qui est beaucoup plus dense. Donc, voilà. Je peux me permettre de rajouter. Vas-y. On vous aime à bibocher. J'ai oublié ce que je voulais dire. La première chose qui est importante de ce que vient de dire Benoît, c'est que, parce que le grand fantasme qui est très à la mode, c'est que l'énergie est gratuite. C'est des gens qui disent, voilà, l'énergie est partout, il suffit de mettre une antenne pour la capter, elle est gratuite. Alors que là, nous sommes dans une autre école qui dit que pour avoir une énergie supérieure, il faut faire un travail. C'est-à-dire qu'il faut dépenser pour monter la puissance. Et ça, c'est ça qui nous permet de sauter 100 000. C'est grâce à un travail. C'est pas de l'énergie gratuite qu'on capte comme ça par hasard. Non, je dis ça parce que c'est vraiment les grandes théories à la mode. Le deuxième preuve de ça par la négative, c'est si on prend les énergies qu'on a où il n'y a pas de cycle thermique. Par exemple, parce qu'on peut dire les éoliennes aujourd'hui, ils ont un moulin à vent, là, ils ont une hélice avec un dynamo, ça donne directement l'électricité, on ne passe plus par la vapeur. Là. Donc normalement, ça devrait être hyper performant, puisqu'il y a plus de, on supprime une partie de la transformation, on ne transforme plus le mode d'énergie. Et pourtant, non. C'est-à-dire que même en supprimant ces cycles thermiques, comme dans le photovoltaïque ou dans l'éolien, l'hydraulique, c'est quand même beaucoup plus intéressant de ce point de vue-là. Mais quelque part, la densité, le rendement énergétique, en fait, néanmoins, est moindre que ce qu'on va pouvoir tirer du nucléaire existant, du nucléaire d'avenir, notamment les réacteurs à haute température, le passage au thorium, etc. Et l'autre chose, c'est ce que dit Benoît, c'est que c'est pas juste. Ce qui nous intéresse, c'est pas l'énergie. Ce qui nous intéresse, c'est changer de domaine. C'est-à-dire qu'avec la médecine nucléaire, on peut soigner les cancéreux. Avec l'éolien, non. Parce que... Allez, t'as vu, il est rapide hein, le lien. Non, mais... Je suis pas convaincu. Hein. Non, mais dites-le aux écolos, on arrête la centrale très bien, mais ta grand-mère, on ne pourra pas la soigner. Avec ce qu'on sait aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est ramener la thérapie uniquement nucléaire, ça se discute. Hein, oui, non. D'autres questions? Non, c'est peut-être l'heure, non? Ouais, il est 35. Il y a le moment musical là-bas, c'est ça? Il y a un apéro. Il y a un apéro buffet. Bon, voilà, en tout cas, vous pourrez nous poser des questions.